Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Si je comprends bien, nous sommes tous soumis au principe général de responsabilité de l'article 1382 du Code civil. On a tous remarqué que lorsque M. Ngounou parle d'abus, une sirène se déclenche. Peut-être est-ce l'employeur qui se manifeste, on ne sait jamais. On peut noter aussi d'une manière un peu cavalière, et sans vouloir résumer votre propos, que la liberté d'expression serait donc un virus, et donc le chef d'entreprise aurait à la contrôler. On peut maintenant descendre dans les tréfonds des banques, ces entrailles qui nous restent totalement mystérieuses, et à partir desquelles peut-être toutes sortes d'abus sont commis. Je passe donc la parole à maître Emmanuel Val, qui est avocat au cabinet Alain Bensoussan. Bonjour à tous. Alors effectivement, on a vu beaucoup de problématiques assez générales sur la protection des données à caractère personnel avec les deux intervenants avant moi. Et la problématique bancaire, elle est finalement pas différente, simplement elle est d'une part très surveillée par la CNIL. C'est un élément qui est important parce que sur la place, comme on dit dans le milieu bancaire, il y a un intérêt tout particulier des établissements financiers à, en tout cas, essayer de prendre en compte de manière significative la réglementation, en tout cas informatique et liberté. Alors, dans mon introduction, l'enjeu, je dirais, pour le milieu bancaire, c'est bien sûr la maîtrise de ces risques IEL. Alors, pour poser le problème très rapidement, on a peu de temps, donc je vais aller à l'essentiel. C'est évidemment dans la collecte de l'ensemble des informations dont a besoin les établissements bancaires pour la production de leurs produits, l'ouverture de comptes, etc. Jusqu'où on peut aller, quels sont leurs périmètres, je dirais, tolérés, et à partir de là, effectivement, définir un équilibre entre les intérêts des établissements bancaires et bien sûr les clients que nous sommes. Alors, le défi, il est spécifique, je dirais, parce que il est en constante évolution. Déjà parce que les produits bancaires, par exemple, si vous voulez, sont extrêmement évolutifs d'une année à l'autre. C'est la première chose. La deuxième, parce qu'on a un référentiel légal particulièrement important. Je citerai les lois SOX, mais aussi BAL 1, BAL 2 et aujourd'hui BAL 3. Et là, tout de suite, je fixe une des problématiques pour nos amis banquiers. C'est que d'une part, cette réglementation, notamment pour aller tracer la source des fonds déposés chez les établissements bancaires, on leur demande de collecter un certain nombre d'informations avec BAL 3, hein, on va aller chercher notamment la source, on va aller chercher bien sûr l'émetteur, et s'il y en a plusieurs, les raisons de tel ou tel dépôt. Et ça, c'est une réglementation, je dirais, internationale. Et deuxièmement, si on reste là sur le territoire national avec la CNIL, bien sûr, la CNIL vous dit vous pouvez collecter ce type de données, mais vous devez le faire selon la loi informatique et liberté. Et là, le banquier vous dit, mais c'est un peu le grand écart. Alors ça, c'est un premier point. Donc, si je veux déjà, si vous voulez, vous donner
les questions qui se posent sur la place, c'est cet écart qu'il leur est demandé, ou en tout cas qu'ils doivent effectuer. Donc on voit bien ici un intérêt particulier pour ces métiers à devoir se conformer de façon particulièrement stricte. L'actualité, je pouvais en citer plusieurs, notamment, et je le fais par le rapport d'activité de la CNIL, parce qu'on va voir que le secteur bancaire est en tout cas cité et particulièrement impacté par la doctrine CNIL, par les propos d'Alex Türk et par les contrôles également qui visent, je dirais, quotidiennement. Alors c'est pas un rapport frontal, hein, banque ou établissement bancaire ou même assurance CNIL, pas du tout. On est plutôt dans souvent en tout cas dans une concertation, parce que de toute façon les enjeux ici perdurent et évoluent tout au long, je dirais, de leur activité. Alors les tendances, je l'ai évoqué, une augmentation des contrôles de la CNIL, mais il y en a une autre, hein. On a modifié un certain pan du Code de la consommation, et on va le voir, qui vient bien sûr impacter aussi nos amis banquiers, et on va rentrer tout de suite sur le périmètre. Qu'est-ce qu'on entend par données bancaires? Alors ici, on pourrait faire un colloque uniquement sur le périmètre des données bancaires. Je vais vous donner deux aspects, un aspect macro et un aspect micro, pour bien fixer les choses à travers le plan que je vous donne ici. Donc on va voir les traitements, on va regarder en quoi ces traitements sont sensibles, et bien sûr un petit peu plus le rôle de la CNIL à l'intérieur. Donc là, on a une vue dans mon slide je dirais micro-bancaire, ce que l'on entend par traitement bancaire avec des acronymes. On va essayer de voir rapidement à quoi il correspond. Et je prendrai 2-3 exemples qui me semblent aujourd'hui être d'actualité et qui posent les problèmes. En tout cas, problème banque, informatique et liberté, et données et protection des données à caractère personnel. Alors, la définition des données bancaires, c'est des données nécessaires à la tenue des comptes, lorsqu'on ouvre ou on clôture un compte. C'est là aussi la gestion, les données nécessaires à la gestion des crédits des personnes physiques et également morales, hein, puisque la CNIL ne s'arrêtera pas si derrière, effectivement, vous avez des contacts derrière la personne morale, il y a une problématique protection des données à caractère personnel. Il y a, et là on verra un petit peu plus précisément, l'évaluation des risques. Je parle là de l'aspect scoring des choses, où c'est un des aspects que je vous indiquais en perpétuelle évolution, qui fait qu'il y a forcément la navette très souvent entre les établissements bancaires et la CNIL, parce que le scoring évolue. Ce sont des produits qui évoluent en fonction de la création de telles demandes de prêt ou caution et autres. Et là, on a des scores pour profiler, je dirais, le client et pour analyser le risque de ce type d'opération. Et également, bien sûr, la prévention et la gestion des impayés. Les banques ont besoin de certains types d'informations dans ce domaine-là. Alors concrètement, sur le terrain, c'est quoi? C'est la création de fichiers. J'espère été assez exhaustif, mais il y en a bien sûr d'autres. On voit le FICOBA, peut-être avez-vous déjà un petit peu entendu parler de ce type de fichier, hein, c'est le fichier national des comptes bancaires. Alors il recense les comptes, mais je dirais de façon assez générale, hein. Est-ce qu'on est en possession d'un compte bancaire? Est-ce qu'on est des comptes postaux? Est-ce que ce sont des comptes d'épargne, etc., etc. Donc c'est à peu près entre 80 et 90 millions de personnes fichées, et on peut dire entre 100 et 120 millions de requêtes par an. Donc c'est pas anodin. Et là-dessus, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le type de données collectées. Alors bien sûr, on a des éléments classiques d'identification de la personne lors de l'ouverture de compte. Et une des problématiques, c'est bien sûr le droit d'accès
à ces comptes-là, notamment de rectification. Alors là, je ne rentrerai pas directement sur je dirais la technique et les spécificités, mais c'est vrai que le droit d'accès est modulé. Il n'est pas, je dirais, un droit d'accès classique. Alors soit on passe par un intermédiaire, et là je vous renverrai un guide qui est relativement bien fait de la CNIL, qui explique l'ensemble de ces spécificités des droits d'accès concernant les fichiers que vous voyez, comme notamment le FICP, qui est le fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers, aux particuliers, Là, c'est un fichier que vous connaissez peut-être un peu plus, puisque c'est les incidents bancaires qui sont répertoriés dans ce type de fichier-là. Alors là, il y a une problématique, une actualité assez récente. Comme je vous l'indiquais, il y a une loi récente du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui est venu modifier, alors pas le contenu du fichier lui-même, mais justement les prérogatives dans lesquelles les établissements vont pouvoir faire appel et solliciter ce fichier. Et pour éviter, et c'était là le problème, le contournement de ce type de fichier. Mais c'est là où je reviens un petit peu à ma problématique au départ. Je vous parlais d'équilibre entre les besoins des établissements bancaires et les besoins de la CNIL. Ce n'est pas réellement un détournement, je dirais, frontal. C'est qu'au fur et à mesure des produits et je dirais des enjeux que l'on voit apparaître, on a besoin de plus en plus d'informations pertinentes. Et là où on n'avait pas forcément le droit, avant l'octroi d'un crédit, d'interroger le FICP, les banques avaient tendance un petit peu à contourner et aller en amont, aller contourner, je dirais, aller regarder si vous étiez, si vous aviez eu déjà des problèmes ou non dans ce type de fichier-là. Alors là, cette loi est venue, je dirais, calibrer et donner des précisions. Je vous indique également qu'il y a un projet d'arrêté du FICP qui est je dirais, en cours d'examen avec des décrets d'application, des décrets d'application 2010, 1004 et 1005 qui ont la particularité de s'adresser bien sûr aux professionnels, mais d'être particulièrement explicites sur les vraies problématiques que l'on voit entre recommandations de la CNIL et besoin de de protection des données à caractère personnel. Alors, je vous citais le FICP, je voudrais également vous parler du FIBEN. FIBEN, voilà un fichier qui est un fichier bancaire des entreprises non financières, créé par la Banque de France. C'est une cotation de nos dirigeants sur leur faculté à être en quelque sorte un bon manager, et il y a des notes concernant, je dirais, d'ailleurs c'est extrêmement bien fait, c'est un modèle qui nous est envié et parfois un peu copié ailleurs parce que c'est extrêmement extrêmement bien fait en tout cas. Et donc le FIBEN, de la même manière, il y avait un petit peu un flou sur comment je fais, comment j'utilise ce fichier, comment les banques utilisent ce fichier, et théoriquement, en tout cas, elles ne peuvent l'utiliser que lorsque l'on a à octroyer un prêt ou un crédit à une entreprise. Mais il arrive parfois, si vous voulez, que la personne physique qui dirige cette entreprise demande à titre personnel un prêt ou une caution. Et dans ce cas-là, on avait, ou en tout cas, peut-être avait-on des pratiques de banque ou de sociétés d'assurance qui allaient quelque part peut-être regarder également cette cotation.
Et donc la CNIL, là aussi, dans une délibération récente de 2009, alors, une délibération qui est passée un petit peu inaperçue, me semble-t-il, et qui est extrêmement importante. La première, c'est qu'elle prend la main, je dirais, par rapport à la Banque de France, sur le périmètre d'utilisation et la possibilité, en termes de finalité, en tout cas, d'utiliser ce type de fichier. Donc on le voit encore une fois, une actualité qui bouge et qui est extrêmement foisonnante. Je prendrai encore comme exemple celui du scoring. Alors cette nécessité, bien sûr, si on regarde le scoring, c'est, si vous voulez, les techniques, en tout cas sur le plan juridique, sont des décisions assistées par ordinateur et qui sont régies au titre de l'article 10 de la loi informatique et liberté, qui indique notamment qu'aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé. Donc on voit bien que le scoring en soi est un élément parmi d'autres qui doit aboutir, si vous voulez, à une personne physique, enfin en tout cas à l'établissement bancaire, qui doit lui permettre de juger si une personne est solvable ou non. Dans cet exemple, j'évoque également les problématiques de fichiers négatifs et fichiers positifs. Fichier positif, une vraie, je dirais, une vraie actualité, puisque, en tout cas, ce type de fichier n'est pas autorisé encore en France. Je dois vous indiquer que, notamment, la loi du 1er juillet 2010 a institué une sorte de comité permettant d'étudier le fonctionnement de fichiers positifs sur une période de 3 ans et qui permettra une sorte de moratoire, on va voir, qui permettra de voir si ce type de fichier est bien adapté, je dirais, à la réglementation ou en tout cas aux bonnes pratiques que l'on peut voir en France. Fichiers positifs, je le rappelle, sont des fichiers dans lesquels on va voir inscrit l'ensemble de vos prêts, pas forcément, à l'inverse des fichiers négatifs, vos incidents de paiement. C'est, je dirais, de façon tout à fait une sorte d'historique dans lequel on aura la totalité de votre endettement. Le type de prêt, crédit, caution et autres, et qui permet donc du coup d'avoir un seuil et en tout cas de permettre aux établissements bancaires de vous proposer, j'imagine, des produits autres. Je vous ai mis ce slide-là parce qu'on parle bien sûr de protection des données à caractère personnel. Dans le milieu bancaire, il faut ne pas oublier que l'ensemble des critères que je vous ai indiqués ici, critères de légalité, critères de finalité, légitimité et surtout proportionnalité, la CNIL passe, je dirais, dans ce filtre-là, l'ensemble notamment des demandes d'autorisation des établissements bancaires, et on regarde si ces traitements ont effectivement une finalité déterminée et explicite. On regarde si effectivement les traitements indiqués sont proportionnés. Concrètement, eh bien, si je parle de scoring, les banques ont besoin
parfois de votre âge, savoir également quelle est la composition du foyer familial, et ainsi de suite. Et donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment une intrusion, je dirais là on pénètre presque le périmètre de la vie privée. Alors la CNIL veille effectivement à ce que les collectes, ou en tout cas ce type de traitement, soit, si vous voulez, donc légitime et surtout proportionnel. Un vrai travail d'étude, puisque les traitements de scoring sont de plus en plus compliqués. Et il y a une vraie problématique, un vrai travail je dirais, de la CNIL pour étudier et analyser tout ça. Autre élément, j'ai sorti du site de la CNIL effectivement un petit article sur les banques sont-elles trop curieuses. Eh bien, c'est cette fameuse problématique entre l'équilibre. On doit bien comprendre que les établissements bancaires doivent faire face effectivement à des besoins d'analyse de risque, et elles ont tendance effectivement à demander le maximum d'informations possibles. Et la CNIL, on le voit, veille notamment, je vous les ai cités, en précisant des autorisations uniques qui sont également des outils permettant de simplifier et surtout de clarifier et de préciser certains types de traitements au sein des établissements bancaires. Je vais très vite. Le contrôle de la CNIL, on voit entre 2008 et 2009 effectivement une augmentation importante, mais je dirais là c'est classique, mais surtout pour vous dire que le secteur bancaire est particulièrement visé dans ces contrôles. Les manquements constatés, ils sont de plusieurs ordres. Et là, on voit effectivement une absence de formalité préalable, notamment dans les stats relevés. Mais le plus souvent, je dirais, c'est une absence de segmentation des traitements. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort un petit peu des stats également de la CNIL. Toujours dans le milieu bancaire, puisque je me suis attaché à cibler le milieu bancaire, dans les manquements constatés. Voilà pour les grandes tendances. Je vous remercie.